à nos rides, berges de courage que l'on fait passer pour des effondrements. On nous rêve en lacs gelés, on nous vend le silence des surfaces mortes comme une victoire sur le temps. Il y a quelque chose de très violent dans notre époque. Elle regarde les rides comme des fautes et le relief comme un problème. Comme si un visage féminin devait rester lisse pour rester regardable. Comme si la vie, lorsqu'elle s'écrit sur la peau, devenait soudain déplacée. Et pourtant un visage raconte. Il porte les tempêtes, les traversées, les résistances, la fatigue, la joie, les saisons d'une existence. Le lisser totalement, ce n'est pas seulement modifier une apparence, mais parfois chercher à neutraliser une histoire. Le vrai problème, à mes yeux, n'est sûrement pas le soin. C'est le moment où le soin glisse vers l'effacement. Le moment où on ne cherche plus à habiter son visage, mais à le rendre plus acceptable, plus calme, plus présentable, moins dérangeant. Et ce glissement est d'autant plus puissant qu'il se présente comme un choix intime, presque anodin, alors qu'il s'inscrit souvent dans une norme collective beaucoup plus large. D'un point de vue neuropsychologique, il se passe plusieurs choses. D'abord, nos cerveaux comparent ce qu'ils observent à ce qu'ils voient le plus souvent. Quand les visages filtrés, lissés et retouchés deviennent omniprésents, progressivement, la norme perceptive se déplace. Alors les plis, la texture, les asymétries ordinaires commencent à paraître en trop, non parce qu'ils sont anormaux, mais parce que le regard s'est habitué à l'artifice. Ensuite, le visage cesse d'être seulement un lieu d'expression. Il devient un objet de mesure. On ne se regarde plus seulement pour se reconnaître, mais pour s'évaluer. C'est là qu'entre en jeu la comparaison sociale et l'auto-objectification. On adopte peu à peu sur soi un regard extérieur et l'on traite son apparence comme quelque chose à surveiller, à corriger, à optimiser. Et cela consomme de la bande passante mentale. Une partie de l'attention est captée par la surveillance du visible. Le visage n'est plus simplement habité, il est géré. Et toute cette énergie prise ici manque ailleurs. Enfin, il y a quelque chose de plus profond encore. Un visage ne sert pas seulement à être vu, il sert à être lu. Nous lisons les autres à travers des indices de mouvement, de relief, de micro-expression. Quand tout se fige, quelque chose de la rencontre peut s'appauvrir. Un visage plus lisse n'est pas forcément un visage plus vivant. Il peut devenir plus conforme, mais bien moins lisible humainement. Sur le plan sociologique, ce phénomène est loin d'être neutre. Le visage des femmes continue d'être traité dans beaucoup d'espaces, moins comme un lieu d'existence que comme un lieu de présentation. Il doit rassurer, rester agréable, demeurer montrable. La valeur féminine reste encore très souvent arrimée à l'apparence, à la désirabilité, à la capacité de ne pas déranger visuellement. Et le vieillissement n'a pas le même coût symbolique selon le sexe. Chez les femmes, il s'accompagne plus souvent de dévaluation, d'effacement, d'obsolescence supposée. Ce n'est donc pas seulement le temps qui pèse, mais le fait qu'il apparaisse sur un visage féminin dans une culture qui récompense davantage la jeunesse que l'expérience. Alors, pourquoi l'acceptons-nous? Pas seulement par vanité,
mais parce que le coût du refus existe, parce que refuser certaines normes peut exposer à moins de reconnaissance, à plus de remarques, à un déclassement subtil, et parce que, psychiquement, le cerveau tend à privilégier ce qui réduit l'inconfort immédiat, même si ce soulagement a un prix plus discret à long terme. Nous acceptons un mécanisme redoutable qui fait passer une norme incorporée pour un choix intime. Comprendre cela ne suffit pas toujours, mais la lucidité peut devenir le point d'appui d'un refus. Une ligne rouge n'est pas une injonction à tout rejeter, ce n'est pas un refus du soin de soi. C'est le moment où l'on cesse de confondre soin et effacement. Le moment où on sent que quelque chose commence à céder en soi, pas sous les grands drames, sous les petits renoncements répétés, sous cette habitude de corriger encore, d'effacer encore, de calmer encore ce qui dépasse, ce qui vit, ce qui raconte. Le problème n'est pas un visage qui change au fil du temps, mais que l'on demande encore si souvent aux femmes que ce changement ne se voit pas. Et peut-être que la première ligne rouge commence là, au moment où l'on refuse de considérer comme une faute ce que le temps a simplement écrit. Alors la vraie question devient: à partir de quel point est-ce que je ne prends plus soin de moi, mais que j'apprends à me rendre plus acceptable? À quel moment est-ce que cela commence à me coûter sur mon relief, ma mémoire, mon histoire visible?